vous proposons une nouvelle série de 3 vidéos sous forme d'échange avec notre invitée, Dr Catherine Corté. Bonjour. Bonjour. Docteur Corté, si vous voulez bien vous présenter. Docteur Corté, endocrinologue, diabétologue, installé en libéral à Ajaccio depuis 1983. J'ai également eu des fonctions au centre Valliciel, au centre Moline et à l'hôpital d'Ajaccio. Merci. Dans cette série de vidéos, nous allons aborder trois thèmes. Le diabète de type 1 et l'insulinothérapie fonctionnelle, le diabète de type 2 et les complications dues à cette maladie, et le diabète gestationnel lors de la grossesse. Dans un premier temps, je vais rappeler quelques chiffres sur cette pandémie qu'est le diabète. Donc aujourd'hui, il faut savoir que 537 millions de personnes diabétiques dans le monde, 4,5 millions de personnes en France avec une augmentation de 5% par an, et 800 000 personnes environ diabétiques qui ignorent leur diabète. En Corse, il y a 12 000 patients diabétiques, dont 10% environ sont diabétiques de type 1. Donc le thème de la vidéo, le diabète de type 1 et l'insulinothérapie fonctionnelle. Le diabète de type 1 touche environ 10% des diabétiques, le plus souvent des enfants et de plus en plus jeunes. Docteur Corté, pour commencer, qu'est-ce que le diabète de type 1 ? Le diabète de type 1 est une maladie auto-immune. On entend beaucoup parler de maladies auto-immunes qui sont très répandues et fréquentes, parfois graves. Le diabète de type 1 donc, est une maladie auto-immune au cours de laquelle le système immunitaire de notre organisme, et en particulier les lymphocytes T, ne reconnaissent pas les cellules du pancréas comme faisant partie de notre corps et elles essayent de les éliminer, les rendant donc non fonctionnelles à terme. C'est une pathologie qui se déclare de manière brutale, souvent chez des sujets très jeunes. La proportion génétique, la cause génétique n'est pas prépondérante, ce n'est pas très important la génétique. Si un enfant a un parent diabétique, son risque de devenir diabète type 1 est de 8% si c'est son père, 3% si c'est sa mère et à peu près 30% si c'est les deux. D'autres causes ont été évoquées parce qu'on n'a pas bien sûr de causes précises, des causes environnementales, parfois des causes virales ou bactériennes pouvant atteindre le pancréas déjà fragilisé par cette auto-immunité et le rendre non fonctionnel, nécessitant ainsi un traitement par insuline. Parce que souvent on dit que c'est dû à un choc, à un stress. Et puis cela, ça culpabilise beaucoup les parents. Le choc et le stress, tous les stress déclenchent dans le corps une réaction hormonale. C'est un peu le SAMU de notre corps qui se met en route comme une cible qui doit fuir quand elle voit un prédateur. C'est un stress, mais en même temps un stress qui peut être efficace, qui va faire produire par notre organisme des hormones, en particulier l'hormone de croissance, la cortisone, l'adrénaline, les hormones thyroïdiennes, qui sont des hormones hyperglycémiantes. Donc par tous leurs mécanismes, elles vont contribuer à monter la glycémie, et dans un organisme déjà fragilisé par une auto-immunité contre les cellules pancréatiques, ça facilitera l'extériorisation de la pathologie latente qui se serait peut-être extériorisée plus tardivement s'il n'y avait pas eu ce choc. D'accord, donc quand vous dites latente, est-ce qu'il y a des personnes qui sont plus sujettes à avoir un diabète parce qu'elles l'ont quelque part dans son organisme et qu'à un moment donné... Concernant les maladies auto-immunes, on ne peut pas savoir. Il y a des typages HLA qui favorisent l'éclosion d'un diabète. Il y a des gens qui ont une certaine génétique qui favorise le diabète, ça c'est sûr, c'est prouvé. Et on voit bien chez les jumeaux. Les vrais jumeaux, ils ont tous les deux un diabète, type 1 souvent. Ah d'accord. Alors maintenant, quels sont les symptômes du diabète de type 1 ? Les symptômes du diabète de type 1 qui font faire le diagnostic sont des symptômes assez criants, à l'inverse du diabète de type 2 qui est beaucoup plus sournois. On va s'en inquiéter quand on voit un adulte jeune qui boit beaucoup, qui a très soif, qui est très fatigué parce qu'on a une fonte musculaire associée au diabète si on n'y prend pas garde suffisamment tôt. Et un troisième signe également important sur le plan sémiologique, c'est l'amaigrissement alors que l'appétit est conservé. Il n'y a que 3 maladies où on maigrit en mangeant. C'est le ver solitaire, l'hyperthyroïdie et le diabète type 1. D'accord. Mal équilibré. Pour une personne, par exemple, pour des parents, quel signe il peut y avoir, des signes d'alerte C'est un enfant qui va boire beaucoup, qui va avoir très soif, qui va faire pipi énormément, qui va se demander à faire pipi plusieurs fois la nuit, qui va avoir besoin de couches la nuit alors qu'il n'en avait plus. C'est un enfant qui ne va pas avoir une prise de poids correcte. C'est un enfant qui va être fatigué,
parce que le corps, ne pouvant plus assimiler son sucre, il va se tourner vers un autre carburant, il va assimiler les graisses, et cela peut donner également un autre signe qui est une odeur d'haleine de fruits un peu blés. Voilà. D'accord. Docteur Corté, quels sont les traitements ou les nouveaux traitements pour un diabète de type 1? Alors on peut dire que le traitement du diabète de type 1 a évolué de manière considérable depuis la découverte de l'insuline. Fut un temps où on avait des insulines extraites de pancréas d'animaux, avec des seringues qu'il fallait stériliser, des aiguilles énormes, donc on a fait énormément de progrès, ne serait-ce qu'avec les stylos jetables, les aiguilles toutes petites, les insulines fabriquées de manière synthétique imitant parfaitement l'insuline humaine. On a des insulines qui ont une durée de vie qui permet d'adapter sa maladie à sa vie. Avant, on avait des insulines qui avaient des pics et qui faisaient des hypoglycémies en dehors des repas, de façon à ce que les gens étaient obligés de manger, ils n'avaient pas une vie normale du tout. Je me rappelle même de certains pédiatres qui recommandaient à des parents, pour les enfants, d'avoir une glycosurie de sécurité. C'est-à-dire qu'on préférait que les enfants aient du sucre dans les urines, parce qu'à ce moment-là, ça voulait dire que dans le sang, ils étaient au-dessus d'un 80. Donc là, on n'est pas du tout dans ces cibles-là grâce à toutes ces techniques. Et maintenant, on a des insulines qui ont une fiabilité très intéressante, une durée d'action reproductible, et puis une durée d'action que l'on peut maîtriser en fonction de l'horaire de l'injection, de ce qu'on veut faire. Et puis après, il y a des infusions sous-cutanées par pompe portable qui sont extrêmement pratiques, des petites pompes qui ne nécessitent parfois même pas de tubulure, qui sont très pratiques pour les patients qui sont sportifs ou qui ont une vie professionnelle intense. Et puis nous allons vers des systèmes de pompe à insuline beaucoup plus performants avec des liaisons Bluetooth avec des capteurs qui vont délivrer l'insuline au fur et à mesure des besoins, avec quelques contraintes certes, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on avait au départ. Donc on est sur une voie au niveau technologie qui parfois me dépasse un peu, mais je vais y travailler. Oui, tout à fait. En plus, c'est les 100 ans de l'insuline, donc ça fait 100 ans qu'elle a été cette découverte quand même, qui est quand même la découverte, hein, parce que... Ah ben oui, c'est la découverte, mais je veux dire, on a évolué dans la prise en charge et dans l'approche de cette maladie, quoi. On a des patients qui sont parfaitement éduqués, qui connaissent... Enfin, moi, je fais en sorte que mes patients en sachent... qu'ils soient autonomes, complètement. Qu'ils deviennent autonomes. À ce moment-là, il y a des techniques d'éducation. C'est un modèle d'éducation thérapeutique parfait, le diabète type 1. Tout à fait. Donc du coup, ces patients, ils pratiquent aussi l'insulinothérapie fonctionnelle. L'insulinothérapie fonctionnelle est une technique qui a été créée il y a très longtemps, je crois en Allemagne, et c'est un moyen de ne plus justement avoir un patient dont la vie est dépendante de la maladie. Mais c'est le contraire, c'est la maladie qui va s'adapter à sa vie. C'est-à-dire qu'il fut un temps, il était complètement inenvisageable de sauter un repas, inenvisageable de faire un repas de fête, inenvisageable de ne pas manger de féculents à chaque repas, inenvisageable de faire une période de jeûne parce qu'il fallait se piquer à heure fixe et que c'était dangereux parce qu'il y avait un risque d'hypoglycémie. Avec l'insulinothérapie fonctionnelle, le patient est tout à fait maître de tout ça et sa maladie va s'adapter à sa vie, aussi bien sociale que professionnelle, que sportive. C'est une technique qui est en train de révolutionner la prise en charge et même l'approche du diabète. C'est des patients qui deviennent complètement maîtres de leur maladie en faisant un système que certains ont déjà bien intégré sans le savoir. Comme M. Jourdain faisait de la prose, ils font de l'insulinothérapie fonctionnelle sans savoir. Ils savent très bien que quand ils mangent plus, il faut qu'ils se piquent plus, et quand ils mangent moins, il faut qu'ils se piquent moins. Bon, voilà, ça c'est la base. Expliquez-nous, qu'est-ce que c'est exactement? L'insulinothérapie fonctionnelle? Oui. Alors, l'insulinothérapie fonctionnelle va reproduire, l'insulinothérapie du diabète type 1, c'est pas autre chose qu'une substitution hormonale. On remplace une hormone qui est défaillante. Et l'insulinothérapie fonctionnelle va se rapprocher au plus près du fonctionnement de notre organisme, du fonctionnement du pancréas, qui va délivrer de l'insuline pendant les périodes de jeûne de manière régulière. Ça s'appelle le débit de base, qui peut être simulé par le débit de base pour une pompe ou l'insuline lente quand les gens font des injections. Et après, à l'heure où on mange, il y a une insuline rapide qui a une durée plus courte de 3 heures, qui fait un petit pic que l'on doit injecter juste avant le repas et qui est en quantité adaptée à ce qu'on doit manger. Les patients connaissent à peu près les besoins qu'ils ont
Si à peu près, voilà, les repas. Ils calculent. Ils calculent, et puis les repas sont relativement stéréotypés. On ne change pas de repas tous les jours. Donc je veux dire, dans une semaine, on va manger deux, trois fois la même chose. On sait très bien, voilà. Et voilà. Mais l'insulinothérapie va donner des clés au patient. Elle va lui donner la clé pour manger. Ça veut dire que si tu connais ta clé pour manger, tu sais que quand tu manges 10 grammes de glucides, tu as besoin de 0,8 ou 1 unité d'insuline. On fait le calcul. La clé pour se resucrer, ça veut dire il y a beaucoup de diabétiques qui ont je peux les comprendre, l'hypoglycémie étant particulièrement inconfortable, la tendance à se sucrer un peu trop. Oui. Donc, je veux dire, on se sursucre et à ce moment-là, on déclenche des déséquilibres en cascade avec des hyperglycémies qu'on ne sait plus récompenser. La clé pour se sucrer permet, grâce à des petits tests qu'on peut très bien faire à la maison, j'ai 0,60, je vais manger 15 grammes de glucides, je monte de temps, donc il me faut temps pour monter de temps. Je sais que j'ai besoin de 15 grammes si je suis en hypo, ou 10 grammes ou 20 grammes. Et la troisième clé, qui est à mon avis la clé la plus importante, parce que les deux autres, ils la trouvent tout seuls, croyez-moi, c'est la clé pour se corriger. Oui. Voilà. Donc la clé de la correction, ça veut dire que si je mange, prenons un exemple simple, je vais manger 80 grammes de glucides à mon repas, mon ratio, mes besoins en insuline sont de 1 unité pour 10 grammes, je vais devoir donc avoir un repas qui va nécessiter 8 unités pour être assimilé correctement. Ces 8 unités, je les ferai si mon taux avant repas est entre 0,70 et 1,30. Si j'ai 2 grammes, je devrais faire mes 8 unités du repas plus un correctif. Et c'est cette correction-là qui permet aux patients de pouvoir stabiliser leur diabète, parce que cette correction, elle est valable toute la journée, pas qu'au repas. Pas qu'au repas. Ça veut dire si vers 17h, vous avez un petit pic, on ne sait pas pourquoi, vous vous retrouvez suite à un stress ou une contrariété ou quelque chose, avec 2,50 g de glycémie, pour ne pas arriver au dîner comme ça, on va se corriger avec 2-3 unités. Tout ça, c'est des mathématiques, hein. Il suffit d'expliquer, c'est très simple. Donc en fait, le diabète, c'est une matière, on va dire, et avec beaucoup d'autres matières englobées dedans, c'est-à-dire de la biologie, des mathématiques. C'est-à-dire que l'insulinothérapie fonctionnelle, moi j'appelle ça la méthode de l'artilleur. La méthode de l'artilleur, c'est action, évaluation, correction. Je fais ce que je pense devoir faire, je l'évalue, et ça c'est très important, les patients qui sont capables de s'auto-évaluer. Une fois qu'ils se sont auto-évalués, une fois qu'ils maîtrisent leur truc, ils s'auto-corrigent tout de suite. Je remarque que énormément de patients sauraient très bien faire ça sur quelqu'un de leurs proches, mais ils ont beaucoup de mal à le faire sur eux-mêmes. Sans doute ne se donnent-ils pas assez d'importance, et moi mon travail c'est aussi à ce niveau-là de leur montrer qu'ils sont importants et qu'ils doivent mettre en application ce qu'ils savent sur eux-mêmes. Je suis sûre que la plupart des patients diabétiques de type 1 seraient capables de soigner un enfant ou un frère ou une sœur comme un diabétologue. Quand c'est sur eux, bah, ils disent ça va, c'est pas ça. Donc je pense qu'il faut leur montrer qu'ils sont importants. Cette maladie est quelque chose qui doit vous rendre important. Tout le monde devrait avoir le rythme de vie d'un diabétique type 1 quelque part. Tout à fait, docteur, je suis tout à fait d'accord avec vous. En tout cas, pour cette vidéo, je vous remercie. Avec plaisir. C'est vraiment très intéressant tout ce que vous nous avez dit. Et je dis à tout le monde à bientôt pour une autre vidéo. Merci à vous, au revoir. Au revoir.